Formé auprès de grands maîtres tels qu'Étienne Decroux et Min Tanaka, Sylvain Aimard a débuté sa carrière en danse comme interprète pour des chorégraphes de renom, dont Jean-Pierre Perrault, Joe Leché et Louise Bédard. En 1987, il s'est tourné vers la chorégraphie et a fondé sa propre compagnie, Sylvain Aimard Danse. D'une théâtralité marquée à ses débuts, son travail s'est rapidement orienté vers une danse plus formelle, mettant en vedette des interprètes virtuoses. Récipiendaire de plusieurs prix prestigieux, Sylvain a créé plus de 25 œuvres originales au cours des 20 dernières années. Il est vice-président et membre fondateur de Circuit Est, centre chorégraphique. Alina Postolska rencontre Sylvain Aimard. Vous êtes donc né le 2 mars 1956 à Montréal. Oui. Tout à l'heure, j'ai dit que vous aviez appris à lire tout seul à 5 ans. Pendant qu'on s'était parlé, on s'est rencontrés pour préparer cette entrevue. Mais vous êtes né où à Montréal? Je suis né dans Hochelaga-Maisonneuve, sur la rue Joliette, plus précisément. Et c'est ça, j'ai vécu toute mon enfance dans différents secteurs de Hochelaga-Maisonneuve. C'était dans ce quartier-là, mais vous m'avez dit aussi que d'emblée, vous étiez pas mal indépendant par rapport à ce milieu-là, et par rapport à l'environnement. Pas votre milieu familial, mais plutôt par rapport à l'environnement. D'abord, peut-être parce que vous êtes l'aîné, ensuite parce que, effectivement, vous apprenez à lire tout seul, vous arrivez à l'école à 5 ans, on s'étonne que vous soyez déjà disposé à lire. Ensuite, vous êtes premier de classe, alors que les autres n'ont pas du tout envie d'étudier. Comme ça, une certaine affirmation d'autonomie naturelle. Ben, disons que j'avais l'impression que les choses n'allaient jamais assez vite. Et donc, disons que j'étais plutôt du genre à leader, à être le leader du groupe, faire des projets, faire des spectacles dans la cour et tout ça. Disons que... Mais en même temps, je m'intéressais quand même à tout ce qui était présenté à la télévision, par exemple. J'étais déjà très porté sur les documentaires. J'étais très curieux. Et puis, je trouvais que, en fait, très jeune, j'avais hâte de sortir de Hochelaga-Maisonneuve. Oui. Pour moi, c'était un petit peu comme, pas une prison, mais je sentais qu'il y avait beaucoup d'autres choses à l'extérieur de ça. Mais en fait, une des choses qui était vraiment bien, vraiment appréciable, c'était que mes parents avaient construit un petit chalet à la campagne, près de Mont-Laurier. On allait passer nos étés vraiment dans le bois. Et ça m'a fait... Pendant plusieurs mois. Oui, tout l'été, tous nos étés au complet. Et ça, je dis tout le temps à mes parents que ça m'a sauvé. Ces périodes-là où on sortait de la ville, parce que c'est ça, c'était assez gris, il n'y avait pas grand-chose à faire. Et puis, tandis qu'à la campagne, ben... Et tu m'avais frappé, vous m'avez dit, mon enfance, je m'en rapproche de plus en plus. Ouais, ben... Avec le temps. Ça concernait quel aspect? Ben, en fait, c'est beaucoup dans la création oui. que je ressens ça. C'est-à-dire que j'ai l'impression que une des raisons pour lesquelles je suis enclin à créer, à faire des projets de création, c'est parce que, quelque part, je ressens, j'ai l'impression de revivre un petit peu le petit garçon que j'étais à travers ça. C'est-à-dire d'avoir l'impression qu'on part à la découverte de quelque chose, qu'on va trouver quelque chose de fantastique. Et notamment le Grand Continental, c'est vrai que c'est une façon... bon, vous me disiez tout à l'heure, vous organisez des spectacles dans la cour. C'est comme une manière de mettre des gens complètement différents, et puis dans des villes en plus très différentes. C'est pas très éloigné comme dynamique. Mais disons qu'avec le Grand Continental, peut-être davantage, parce que comme il n'y a pas vraiment... C'est pas vraiment un contexte, disons, purement professionnel, parce que je travaille avec des non-professionnels. Alors, il y a peut-être cet aspect-là qui fait que ça me rapproche du fait que
quand j'étais plus jeune, justement, je travaillais avec des... pas je travaillais, mais je jouais avec des gens... En fait, personne n'avait de formation. On faisait ça pour le plaisir. Et le Grand Continental, c'est un peu ça. On est tous là pour le plaisir. Et puis, les considérations professionnelles, bien, sont pas mal au second plan, là. Donc, oui, dans ce cadre-là, effectivement. Cette autonomie et puis cette indépendance, aussi cette volonté, comme on disait tout à l'heure, d'aller voir plus loin, etc. Puis il y a aussi le goût du leadership tout le temps, qui s'est pas mal imposé, ou alors peut-être que c'était la seule façon de s'en sortir finalement, ou de faire les choses à votre image, à vous. Je crois que j'ai rapidement réalisé qu'il ne fallait pas attendre après les autres pour faire des choses, et puis de juste foncer. Puis, Donc ça peut être stimulant finalement d'être dans un milieu qui a priori n'est pas justement un milieu immédiatement stimulant, ou immédiatement qu'on va dire immédiatement favorable ou propice, ou ça peut être paradoxalement aussi un terreau si on réagit à ça ou si on se positionne par rapport à lui. C'est pas force, parce que on a tendance à penser que le milieu détermine trop les gens. C'est pas vrai, c'est pas toujours vrai. Disons que, je ne sais pas, j'ai longtemps été très envieux des gens qui ont grandi dans des environnements favorisés où il y avait beaucoup, où l'accès à l'art était à proximité, était facile d'accès. Mais moi, je dirais que, en fait, je suis très content de l'éducation que j'ai reçue de mes parents, parce que peut-être, je ne sais pas, à cause du milieu, tout ça, il y a un côté... J'ai l'impression d'avoir été élevé par des gens relativement bien équilibrés, qui m'ont transmis des valeurs importantes et qui me sont utiles maintenant pour naviguer dans ce monde qui est un petit peu, lui... pas toujours constant, le monde de la création, le monde des arts. Donc, j'ai l'impression que ça contribue à me donner un équilibre que j'apprécie maintenant seulement. Alors, à 11 ans, ces parents-là changent complètement d'environnement. 11 ans, vous partez à Laval. Alors, aujourd'hui, on imagine Laval tel que c'est aujourd'hui, mais à l'époque, c'était comme tout nouveau. C'était une ville en plein développement, je l'ai toujours, mais disons que c'était comme une campagne, vraiment, Laval, c'était une campagne qui se développait en banlieue à l'époque. Et pour moi, c'était vraiment, vous l'avez dit, une libération, parce que tout à coup, je me retrouve dans un milieu où, c'était déjà un milieu plus favorisé et où on avait créé de nouvelles commissions scolaires, donc c'était tout récent. Et là, pour enseigner à ces nouveaux élèves-là, il y avait toutes les nouvelles cohortes de jeunes enseignants qui sortaient. Et là, on avait des profs avec des cheveux longs, des barbes. Il faut dire qu'on est en 67. Oui, c'est ça. Voilà, mais à Montréal, c'est un gros contraste parce qu'à Montréal, c'était comme des anciennes sœurs qui nous enseignaient. À Hochelaga, oui, c'est sûr. Ça. Et là, on arrive à Laval, puis là, c'est des profs complètement allumés qui veulent changer le monde et qui sont très, très stimulants. Et puis là, tout à coup, je n'étais plus le seul à être premier de classe dans la classe. Et il y avait plein d'activités parascolaires et c'était valorisé. Donc, c'était vraiment... J'étais au paradis, là, tout d'un coup. Je ne pensais même pas que ça pouvait exister. Mais c'est ça qui est formidable aussi, c'est que, puis ça c'est vrai pour vous, ça correspond à cette année 67, à ce départ, c'est vos 11 ans, donc c'est comme le passage de l'autre côté de la première décennie. Donc on commence une nouvelle décennie qui va être complètement différente de la première, mais c'est aussi 67 et c'est aussi quelque chose de très différent et de nouveau pour Montréal et pour le Québec. Bien sûr, parce qu'il y a l'exposition universelle qui est là. C'est vraiment l'ailleurs qui vient ici. Est-ce que ça a eu une importance pour vous, cette exposition-là? Et comment vous vous en rappelez encore aujourd'hui? Bon, c'est presque maintenant un cliché de parler de l'Expo 67 comme étant un événement... Oui, mais dans votre vie à vous? Mais dans ma vie, c'était effectivement très important parce que, j'avais 11 ans.
Et puis tout à coup, ben, ce désir d'aller voir ailleurs qu'à Schlagen-Maisonneuve ben, m'a transporté sur les îles de l'Expo. Et là, on rencontre le monde entier. Et c'était vraiment magique. Alors, j'avais mon petit passeport qu'on m'avait donné pour toute la saison. Cet été-là, on n'était pas allé à la campagne. On l'avait passé à Montréal. Et là, vous étiez à l'étranger. Presque tous les jours. Ah oui. Tous les jours. J'étais là avec mon lunch. Je passais mes journées là, ouais. Est-ce que c'est là que vous avez eu ce goût pour ce que vous allez faire, d'ailleurs, pas tellement longtemps plus tard, c'est-à-dire partir vers l'étranger, finalement, très tôt? Il semblait que rien ne vous ait préparé à ça, à part vous-même, parce que c'est vous qui vous êtes préparé à ça et qui avez rapidement sauté le pas. À 18 ans, vous partez faire le tour de l'Europe sur le pouce, rien de moins. Est-ce que vous avez souvenir que quelque chose s'est développé au cours de cet été-là, plus la stimulation des profs, et puis bien sûr, on va parler de tout ce que vous avez découvert en allant à Laval? Ben, pour ce qui est du voyage en Europe, ben, disons que je suis parti un peu naïvement à l'aventure sans vraiment être préparé. J'ai pris l'avion avec mon pack-sac, je suis débarqué, puis je ne savais même pas où j'allais. À part que j'avais prévu 2 semaines de stage à Prague avec un stage de pantomime. Donc, à part ça, je savais que j'allais me promener sur le pouce, mais c'était l'époque où tout le monde se promenait sur le pouce. Il y avait, c'était la façon de voyager. Et puis, on arrêtait dans les auberges de jeunesse. Mais disons que c'est ça. Ça a été un choc, en fait, un gros choc. Ça n'a pas été facile. En même temps, il y a eu des aventures extraordinaires à travers ça. Mais ça m'a vraiment donné la piqûre d'en voir plus et puis de voyager davantage, mieux préparé les prochaines fois. Mais ça a beaucoup d'avantages de ne pas être préparé. Oui, oui, parce que c'est vraiment l'aventure. Puis ça se prend mieux quand on est jeune. Mais les imprévus, je veux dire, mais c'est ça, c'était quand même un moment important. Puis c'est aussi à travers... avec ce même voyage-là, sur le retour à la fin, où j'ai rencontré des Québécois qui étudiaient avec Étienne Decroux à Paris. D'abord, le premier choc de danse, à 14 ans, vous voyez, Messe pour le temps présent, oui. À la télévision. Vous m'aviez dit, je me demandais pourquoi je n'étais pas là. Donc il y a vraiment quelque chose, c'est une révélation physique, visuelle. Et puis, bien sûr, c'est en allant à ce collège de Laval et les études que vous y avez faites qui vous fait opter pour le mime, mais aussi la gymnastique, mais aussi le théâtre. Donc c'est vraiment c'est ces années-là qui sont l'éveil au choix que vous allez faire, les choix de carrière que vous allez faire, et qui vont déterminer votre voyage en Europe. Racontez-nous un peu. Les activités qui s'offraient à ce moment-là à l'école, c'était théâtre, il y avait beaucoup de sport, j'en ai fait aussi beaucoup. Mais j'ai tout de suite sauté théâtre. Parce que déjà, je veux dire, à l'époque, même à 13-14 ans, la danse, j'étais déjà trop vieux dans ma tête parce que la seule idée qu'on s'en fait à cette époque-là et à cet âge-là, c'était que la danse, il faut commencer ça à 3 ans. Si tu ne commences pas ça à 3 ans, tu ne peux pas être un danseur. Donc, c'était déjà effacé de ma tête, disons. Mais j'étais attiré quand même par la création et le théâtre offrait cette possibilité. Donc, dès le secondaire 1, je me suis inscrit dans ces activités-là, puis ça marchait bien. J'y prenais beaucoup de plaisir. Et les profs continuaient à m'offrir des rôles dans les pièces d'année en année. Et puis, donc, j'en ai fait, puis j'avais des exemptions de cours à cause de ça. Fait que c'était fantastique. Je pouvais aller répéter et sans faire mes cours de français. Et donc, il y avait ça. Puis aussi, comme c'était même pas assez à l'école, j'en faisais dans les troupes amateurs à Montréal. Alors, je voyageais
de Laval à Montréal. Et puis là, je rencontrais des gens qui étaient un petit peu plus avancés, disons, dans leur formation. Et là, ça me donnait le goût là, de continuer, de poursuivre en théâtre. Mais c'est ça, j'avais toujours... En fait, j'avais un faible pour le théâtre physique, davantage, oui. Est-ce que c'était vraiment pleinement ce que vous vouliez faire ou c'était presque par défaut un peu? Bien, j'y prenais beaucoup de plaisir et comme je disais, je l'avais vraiment occulté, cette possibilité de danser, qui était un rêve, en fait. Mais comme en tout cas, à cette époque-là, on apprenait à occulter bien des choses. Et donc, pour moi, le fait d'aller chercher de la formation physique, pantomime, mime, acrobatie, sport, d'une certaine manière, ça comblait ce manque-là, ce vide-là. Mais je prenais énormément de plaisir à faire du théâtre, à jouer. C'est tout le climat de la création aussi qui est fantastique à cet âge-là. On apprend énormément de choses. J'ai beaucoup, beaucoup appris. Alors, justement, c'est les années 70. Vous avez 17 ans en 73, et puis c'est l'explosion totale, parce que c'est, en fait, étant donné votre date de naissance, votre propre développement et votre propre déploiement suit celui des activités artistiques et créatives aussi au Québec. Et vous disiez tout à l'heure que il n'y avait pas beaucoup de ces activités dans la première décennie, mais c'est vrai que dans les années 70 et jusqu'à... Bon, évidemment, ça s'est poursuivi. Quel est le moment vraiment où vous décidez que vous allez vous consacrer au théâtre et comment est-ce que c'est perçu? Qui sont les personnes autour de vous qui vont vraiment vous aider à vous engager là-dedans? Et pourquoi pas la danse? Parce que quand même, à cette époque-là, il y en a qui choisissent la danse. Il n'y en a peut-être pas beaucoup. Mais c'est quand même un moment où la danse se développe particulièrement à Montréal. Mais j'étais pas très exposé à la création en danse, à part à la télé. À la télé. Puis on n'en voyait pas tant que ça. Mais disons que j'avais mon petit secret, c'est vrai. Faut que je le dise, à cette époque-là, je faisais du théâtre avec ma grande amie qui est Diane Lavallée, qui est une comédienne professionnelle bien connue maintenant. Et tous les deux, on rêvait de devenir des grands acteurs et tout ça. Et on dansait beaucoup ensemble. Chez elle ou chez moi, on se payait la traite, on dansait beaucoup. Mais disons que ça, c'est tout le long du secondaire qui fait que... à la fin du secondaire, on a décidé que c'était ça qu'on faisait. Et puis, on a fait nos auditions. Et puis, on a tous les deux été acceptés à Lionel Groulx, à l'option théâtre. Et puis, mais ma famille n'était pas contre, mais n'était pas pour. Ben, ils se disaient, bon, ça va passer. C'est quelque chose qui va passer. C'est comme une maladie, ça va finir par passer. Ben oui, c'est passager, puis ça va lui servir quand il va être avocat. C'est ça, parce que le rêve, c'était de me voir avocat ou médecin. Alors, c'est soit une piètre idée du théâtre, soit une piètre idée du métier d'avocat. Si on peut. Mais je suis même pas allé à l'école. En fait, je suis allé une journée à l'option théâtre, et puis... je me suis dit, non, je vais partir en voyage. Et puis là, j'avais seulement 17 ans. Et puis, donc, j'ai quitté l'école tout de suite. Et puis, je me suis mis à travailler pour me ramasser des sous, puis partir. Ce premier contact, non pas seulement avec l'Europe, etc., mais est-ce que vous vous sentiez plus compris, ou plus autorisé à faire ce que vous aviez envie de faire en étant en Europe? Je sais pas. Je pense que c'est le fait d'avoir rencontré des gens de différentes nationalités, dans différentes circonstances, et aussi d'avoir réalisé que en tout cas à cette époque, même encore aujourd'hui, c'est davantage, la création est davantage valorisée. Être artiste, c'est pas quelque chose qui est, en tout cas dans certains pays, c'est pas quelque chose qui est mal vu, au contraire. C'est quelque chose que les gens apprécient et valorisent. Et ça,
ça, pour moi, c'était comme une découverte de dire, ah, ben, oui, j'étudie ici, tu disais, j'étudie en théâtre, j'étudie en mime, puis les gens te regardaient. Ou il y a eu une époque où on disait, quand je suis danseur, il fallait que tu spécifies que tu n'étais pas dans un bar de striptease. Mais là-bas, tu dis que tu es artiste, et puis les gens font, ah oui, tout à coup, ils sont intéressés. Et donc ça j'ai remarqué ça, disons, c'était un constat pendant ce voyage. Puis aussi, ça a été l'occasion de rencontrer des gens d'un peu partout. Chez Decroux, chez Fialka, les gens venaient de partout. Puis tout à coup, tu échanges avec des gens qui viennent de toutes sortes, des gens de ta génération, mais qui viennent de cultures différentes. Ça, c'était très riche. Et puis ça en même temps, c'est une famille internationale qui devient beaucoup plus stimulante que... C'était comme le début, finalement, de cette famille internationale là, qui a continué à grossir, à grandir. Oui, et c'est vous qui êtes allé vers elle, c'est ça qui est aussi très... Vous êtes décidé de partir sans trop... Vous avez dit vous-même, sans savoir. À 18 ans, vous vous jetez de l'autre côté de la mare pour rencontrer une famille. Je suis quelqu'un de très gourmand et j'aime bien... J'aime bien provoquer les choses, puis aller vivre de nouvelles sensations. J'ai toujours été enclin à ça, donc, mais toujours dans un certain équilibre. Et donc, c'est comme un besoin de découvrir des choses, de vivre des nouvelles choses, d'apprendre, de manger des nouvelles choses, de boire des nouvelles choses. Ouais. Qu'est-ce que, malgré tout ça, et malgré le fait que vous aimiez beaucoup le théâtre, malgré le fait que vous intégrez des compagnies de théâtre, vous devenez un professionnel de théâtre, vous travaillez, vous gagnez bien votre vie même, tout à fait bien avec le théâtre, vous auriez pu continuer. Qu'est-ce qui vous manquait que le théâtre ne pouvait pas vous apporter, que la danse seule pouvait vous apporter? C'est en voyant, finalement, en voyant un spectacle de danse que je me suis rendu compte qu'il y avait, étant gourmand, justement, qu'il y avait autre chose à trouver en danse que je ne trouvais pas en théâtre. Parce que j'aimais beaucoup l'aspect... En fait, ce qui m'intéressait en théâtre beaucoup, c'est la mise en forme. Oui. Et, bon, le contenu aussi, bien sûr, mais c'était la mise en forme, la mise en scène et tout ça. Et tout à coup, la danse, c'était surtout ça. Oui. Bien sûr du contenu, mais c'était surtout la mise en espace qui devenait très, très importante. Bon, les corps, bien sûr, les corps qui bougent, le défi des corps qui bougent, c'est quelque chose qui m'a beaucoup... disons, intéressé, interrogé. Et quand j'ai vu ça, c'est là que j'ai réalisé que finalement, ce que je faisais, je pouvais ne pas m'en contenter, justement, puis aller vers ça. Mais je me disais, bon, j'avais déjà 20 coques au début de la vingtaine, puis je me disais, bon, est-ce qu'il est trop tard? Puis finalement, comme j'ai toujours fonctionné avec des coups de cœur dans la vie, des coups de tête, sans trop raisonner, puis j'ai jamais regretté d'avoir fonctionné comme ça. Et donc, au début de la vingtaine, je vois ça, un spectacle de danse, puis je vois que tout est possible, en fait. J'avais l'impression de voir un programme partagé, il y avait différentes propositions, puis je me disais, c'est ça que je veux faire, je veux pouvoir m'exprimer de cette façon-là. Et le lendemain, ma décision était prise. Je suis parti voir les studios de danse, rencontrer les différents professeurs. Cette façon de fonctionner, en fait, ressemble à une impulsion de danse. C'est comme le mouvement qui vous met en danse. C'est cette impulsion première. Et effectivement, vous parlez de ce 22 ans. Tout à l'heure, quand j'ai dit 26, c'était par rapport à votre premier spectacle comme danseur professionnel. Oui. Mais 22 ans, effectivement, c'est la danse qui commence après votre deuxième choc. Ce choc, le premier étant celui de Messe pour le temps présent. Et c'est le tournant vers ce que vous appelez le phénomène Joe. Alors, le phénomène Joe, et toutes les années qui sont ces années avec Joe Litchi, dont on va parler juste après, parce que là, j'aimerais qu'on regarde quand même le premier extrait
sont des extraits qui datent de 1989. Mais comme on n'en a pas précédemment et que je ne voudrais pas qu'on passe trop de temps sans vous voir, on va regarder un moment, puis je vais vous demander de nous expliquer ce que c'était après, pourquoi vous l'avez choisi. C'était au Zone, une de mes premières chorégraphies. Ouais. Puis ça, c'est Te souviens-t-il avec Louise Bédard. Co-chorégraphie avec Louise Bédard, oui. Scénographie de Pierre Bruno. C'était la scénographie était faite de pigments phosphorescents et puis on pouvait, avec l'éclairage, il y avait tout un jeu d'éclairage où les corps imprimaient les silhouettes sur le plancher ou les murs et puis il y avait tout un jeu comme ça de silhouettes qui apparaissaient puis qui disparaissaient. Comment est-ce que ont commencé plutôt toutes ces années avec Joe Litchi et comment vous l'avez rencontré? Parce que de cette époque-là, on parle beaucoup de groupes comme Nouvelle Ère ou La Place Royale, mais finalement, aujourd'hui, on parle très peu d'elle et c'était pourtant une personne extrêmement importante de toute cette période-là. Oui. Alors, j'aimerais en profiter pour en parler avec vous. Disons que c'était comme vous l'avez dit, comme un phénomène Joe. Elle est arrivée... après avoir donné quelques stages à Montréal, elle était installée à New York. Elle trouvait que le milieu de la danse montréalais était très intéressant, donc elle a décidé de déménager à Montréal, de fonder une compagnie, une école et tout ça. Et puis ça a tout de suite marché très fort. Donc il y avait l'école qui marchait très fort, puis on produisait des spectacles et tout. Et ce qui était intéressant, en fait, c'est qu'elle était un peu issue de la mouvance Judson Church. Et puis, elle travaillait beaucoup de concerts avec son mari, qui, lui, était un homme de théâtre. Donc, il y avait le... Ça vous convenait? Ben c'est ça. Il y avait ces deux côtés qui étaient comme intéressants. Le mariage de ces deux côtés que je trouvais intéressant. Puis aussi, Joe avait une technique de mouvement très, très, très exigeante, très rigoureuse, qui n'était pas du tout dans le style des techniques qui étaient enseignées dans la plupart des écoles. Et c'était quelqu'un de très contemporaine. Très contemporaine, qui s'inspirait aussi de certains types d'entraînement japonais. D'ailleurs, son maître, Alan Wayne, qui a été son maître à New York, s'inspirait beaucoup de ces techniques-là. Donc, c'était des techniques qui visaient à épuiser les muscles de manière à essayer de faire participer au mouvement des parties plus enfouis dans le corps, des groupes musculaires qui sont moins sollicités, qui prennent le relais du muscle épuisé. En fait, c'est grossièrement expliqué, mais c'est un petit peu l'esprit, de manière à pouvoir rendre un mouvement plus fort, qui ait plus de portée, et puis qui est plus projeté. Un travail beaucoup basé aussi sur la respiration. Et donc, c'était une approche, c'est ça, qui s'inspirait aussi de certaines techniques de mise en forme au théâtre. Donc, encore une fois, c'était quelque chose que je trouvais intéressant. Et puis, elle m'a accepté à l'école et c'est sûr que
Mais ça ne me suffisait pas non plus. C'est-à-dire que j'ai travaillé quand même avec elle pendant 6 ans. Oui, 6 bonnes années. Donc, au début, seulement comme élève à l'école, mais très rapidement, elle m'a pris au sein de la compagnie. Mais j'allais aussi étudier avec Linda Rabin, qui était dans le même édifice. Je suis allé aussi à Nouvelle-Ère. J'ai étudié à Nouvelle-Ère pendant les dernières années de Nouvelle-Ère, à l'école de Nouvelle-Ère. Donc, j'étais, encore une fois, gourmand. J'allais partout. Je faisais de la claquette, je faisais du ballet, de la danse contact. Je prenais tous les stages qui pouvaient se présenter. J'étais assez boulimique et j'avais l'impression que j'avais effectivement du retard. On a vraiment cette impression que vous cherchiez quelque chose jusqu'à ce que vous le créiez vous-même. Parce que depuis toutes les activités physiques que vous avez prises, depuis le sport, puis le mime, puis le théâtre, mais est-ce que cette espèce de quête de trouver quelque chose de précis ou simplement une boulimie? Non, je pense que c'est une boulimie, simplement. Je pense que c'était j'aimais bien me prêter à ces différentes approches-là. J'aimais bien, parce qu'à l'époque, je parle d'une époque où je ne pensais pas être chorégraphe. Quand j'ai commencé à danser, mon désir n'était pas de chorégraphier. Mon désir était d'être un danseur, puis de faire le mieux possible. Et donc, pour ça, il fallait que je m'entraîne bien. Et j'aimais justement faire en sorte d'essayer de pouvoir rencontrer les exigences de chacune des techniques enseignées. Alors, c'est sûr que quand j'ai pris des cours de ballet pendant 7 ans, de façon assez régulière, et sans nécessairement me prendre pour un danseur de ballet, bien sûr, parce que là, j'étais vraiment définitivement trop vieux pour faire une carrière de danseur de ballet. Mais j'aimais m'en rapprocher le plus possible. Et donc, ça a été la même chose. Claquette, je prenais ça tout aussi au sérieux qu'une autre forme. Danse contact, et buto au Japon. Donc, c'était vraiment dans le but de devenir un bon danseur. Mais est-ce que vous pensez que c'est la bonne méthode? Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous donnez des cours, assurez des formations depuis longtemps maintenant, est-ce que vous avez essayé, par exemple, comme enseignant et formateur, de tenir compte du fait que peut-être les élèves sont boulimiques comme ça, puis eux aussi veulent avoir des choses extrêmement différentes? Est-ce qu'il vaut mieux avoir cet éclectisme ou suivre une seule voie, un seul prof, un seul maître? Comment vous voyez ça aujourd'hui? Je pense que c'est important de ne pas seulement effleurer les choses, je pense. Je pense que c'est correct d'être boulimique, mais il faut essayer quand même de capter l'essence des choses ou de s'en rapprocher le plus possible et pas juste magasiner des trucs. Sinon, je pense qu'on perd son temps. Je pense que l'apprentissage, c'est pas quelque chose qui est que plaisant non plus. Il n'y a pas juste des aspects agréables à l'apprentissage. Il faut se défaire de certaines choses, acquérir certaines autres choses. Ça demande de la discipline. C'est des remises en question. Il faut surtout pas éviter ces remises en question, je pense. Donc, pas quitter quelque chose aussitôt qu'on se sent confronté. Je pense que à ce moment-là, si on a une attitude curieuse, on veut vraiment essayer de bien comprendre ce qu'on va étudier, ben oui, allons un peu partout, puis allons-y, puis essayons de s'alimenter le plus possible. Peut-être qu'avec les années, on apprend que, justement, il ne faut pas trop se fermer, il ne faut pas trop absolument s'en tenir à l'idée qu'on s'est fait de ce qu'on allait chercher, mais se rendre aussi disponible à ce qui peut arriver, qui peut provenir de quelque chose qu'on n'avait pas prévu. Ça, il faut. Et peut-être de quelque chose, et peut-être du fait de se tromper, ou peut-être du fait de perdre son temps aussi. Aussi, et de l'accepter. Premier spectacle que vous avez fait sur scène, donc, avec Joe Lecce, était en fait une remise en question, une fragilisation importante pour vous, qui vous a finalement non pas satisfait. Et comment est-ce qu'on se sent quand on a passé tellement d'années, là du coup 7 ans, 6 ans,
à se préparer, à aller partout, à être certainement très bon, puisqu'elle vous a pris dans sa compagnie, c'était quelqu'un d'exigeant, etc. Et que finalement, ce vers quoi on tendait le plus, le jour où ça a lieu, c'est une grande remise en question, voire une douleur. Mais comment ça En se même fait temps, c'est parce que c'était mon premier spectacle de danse Oui. professionnel et j'avais une expérience d'acteur, là, de comédien. J'avais beaucoup joué dans toutes sortes de circonstances. Et puis en théâtre, pas tout le temps, mais il y a comme un côté magique qui arrive sur scène. Il y a une part qu'on ne veut pas trop travailler parce que c'est la magie de la scène. Ça va se passer une fois sur scène, il va y avoir quelque chose. Puis effectivement, il y a un petit plus qui se passe en théâtre. Il y a l'énergie, la salle et tout ça, puis l'électricité entre les comédiens, le jeu, on embarque dedans, les émotions et tout ça. Mais en danse, en tout cas, dans la plupart des spectacles de danse, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est technique. C'est ça à faire, c'est un mouvement. Puis ça ment pas, le corps ment pas. Tu peux pas te cacher derrière rien. Là. Si la jambe se met à faire ça, ben elle se met à faire ça, puis tu y peux rien. Et donc, je réalisais que finalement, ce à quoi je m'attendais, cette espèce de magie de scène, en fait, c'était plus ça, c'était très, très candide. Elle n'est pas venue. Je ne suis pas venu ce soir-là. Et puis, c'est dans une grosse salle et tout ça. J'étais très déçu. Ça s'est replacé les autres soirs après. Je me suis parlé, mais ça a été... cette déception, cette demi-déception, en tout cas cette expérience-là, vous avez aussi rebondi dessus. Parce que c'est celle qui vous a fait demander une bourse pour le Japon. Vous y êtes allé. Et là, vous aussi, vous vous jetez dans le vide. Vous allez faire un stage au Japon de Buto. C'était aussi la grande époque, les années 80, où tout le monde découvrait, où eux étaient venus en Europe, notamment les Sankajuku et Hijikata et Mintanaka. Et vous partez justement retrouver Mintanaka. C'est une expérience qui est à la mesure du Buto, c'est-à-dire profondément bouleversante, voire complètement déstabilisante. Oui. J'avais, disons, une vision un peu idéaliste de ce qu'était le Buto. Les spectacles m'avaient quand même... Les quelques spectacles que j'avais vus m'avaient beaucoup plu. J'avais lu des choses, dont des choses de Mintanaka, et je trouvais que c'était très, très inspirant ce qu'il écrivait sur la danse. Et j'ai décidé de me lancer et d'aller chez lui, dans sa compagnie. Ils offraient des stages de 3 mois qu'ils appelaient des laboratoires du corps. Et en fait, j'ai compris après pourquoi ils appelaient ça, là, comme ça, des laboratoires. C'est-à-dire qu'on allait là, puis on était finalement on se prêtait aux expérimentations de Mintanaka. Et c'est ça. Et donc, j'arrive là-bas. Bon, c'était un choc culturel, Japon. Je pense que tout le monde qui est allé au Japon ont tous eu un gros choc, là. Et donc, j'arrive dans ce groupe-là. On était avec 2 autres Québécois. Là, il y avait Lucie Grégoire, entre autres, qui faisait partie du trio. Et heureusement, d'ailleurs, qu'il y avait d'autres Québécois. Comme ça, on pouvait, le soir, un peu décanter sur l'expérience de la journée. Et il y avait donc Justine Monpetit qui était déjà là. Oui, Justine était là. Elle avait laissé la compagnie, entre autres parce qu'elle était enceinte à ce moment-là. Oui. Donc, voilà, c'est ça. On se rend compte que finalement, l'expérience Buto, enfin, avant d'arriver à ces performances, en fait, le seul aspect qu'on en connaissait, c'était la performance sur scène. Et il y avait tout l'entraînement derrière ça qui était très, très, très exigeant. Il y avait toute une espèce de mentalité japonaise, d'abnégation totale face au maître avec laquelle il fallait composer, puis qui ne font pas partie de notre culture. Et donc, ça a été très, très, très difficile. Vous m'avez dit malsaine. Oui, c'était malsain. C'est carrément... avec cette phrase célèbre, d'ailleurs, de Tanaka, Hijikata est le diable et je suis son fils. Ben, disons qu'une fois rendu là-bas, je suis tombé sur un écrit, un des autres textes que Mintanaka avait écrit, puis où
dans lequel il disait « J'ai vu Hijikata danser quand j'ai vu Hijikata danser, qui est un des fondateurs du Butoh avec Kazuo Oui. Ono, quand j'ai vu Hijikata danser, j'ai su que c'était le diable. Non, j'ai vu le diable et j'ai su que j'étais son fils. » De votre désir d'être interprète, vous êtes interprète, puis là, vous devenez chorégraphe. À partir de 1987. Dans le cas de Terrain Vague, c'était que j'ai pu la créer avec les 3 tonnes de terre en permanence dans le studio. Et ça, c'est beaucoup grâce au fait que j'étais chez moi à Circuit Est, membre de Circuit Est, qui était un premier centre chorégraphique à Montréal, et une espèce de regroupement d'artistes qui faisait qu'on était chez nous et qu'on pouvait s'installer comme on avait envie de s'installer. On n'était pas des artistes itinérants, on traînait nos choses d'un studio à l'autre. Et là, j'ai demandé la permission donc, à mes collègues avec qui je partageais les studios si je pouvais m'installer pendant 3 mois avec de la terre dans le studio. Donc ça voulait dire que je prenais le studio à moi tout seul. Et puis on s'est entendu que oui. Puis, mais ce qui était difficile pour les danseurs, c'était qu'il n'y avait pas de douche. Et on a vu comment ils étaient sales. Alors ils sortaient de répétition sans pouvoir se laver. Puis ils rentraient chez eux comme ça. Est-ce que justement cette organisation du milieu de la danse est aussi quelque chose qui est important pour vous, autant que votre création comme chorégraphe? Cette participation à la communauté, c'est quelque chose qui est important pour vous? C'est important parce que je crois que l'accès, en fait, la possibilité de pouvoir créer et de me retrouver en studio avec des danseurs, c'est ce qui me tient le plus à cœur. Et pour pouvoir m'assurer que ça va toujours être disponible, ça sera toujours possible pour moi de me retrouver en studio, j'ai très vite réalisé qu'il fallait que je m'implique dans le milieu, dans l'organisation du milieu, que ce soit auprès du regroupement, que ce soit pour se doter d'un outil tel que celui de Circuit Est. Je sais qu'au début de Circuit Est, la plupart des gens disaient ils vont se casser la gueule parce qu'ils sont ben trop, puis ils s'entendront pas, puis c'est toute une gang d'artistes, puis ils vont se taper sur la tête, ça sera pas long. Mais 25 ans plus tard, on est là, puis on a fait la preuve que oui, c'est quand on est prêt à s'asseoir, puis à partager des choses, puis quand on comprend bien l'importance aussi de ces enjeux-là, ben, on peut travailler ensemble. Mais vous avez évidemment participé au début de Circuit Est, mais vous étiez aussi au début de... Bien sûr, c'est la création du Studio 303 avec Joe Litchi, et puis aussi celle de l'ADMI, parce que c'était Linda Rabin. Et puis quand vous regardez, 30 ans plus tard, toute cette évolution du milieu de la danse, qui en fait a suivi votre propre cheminement, qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui? Ben, disons que c'est plutôt encourageant, ce qu'on observe. Il y a tellement... Le milieu s'est tellement développé. C'est vraiment stimulant. La seule chose que je regrette, c'est que maintenant, je ne connais pas tout le monde dans le milieu. Avant ça, on se connaissait tous, ou en tout cas, j'avais l'impression qu'on se connaissait tous. Et là, maintenant, je sais qu'il y a plein de gens que je ne connais pas, puis c'est peut-être mon seul regret, mais bon, ça va avec le développement puis le succès de la chose. À partir de 1994, on a vu tout à l'heure 93, 94. En fait, c'est vrai que c'est l'international pour vous qui commence avec Terrain Vague, mais c'est aussi votre propre écriture chorégraphique qui évolue de plus en plus. Quelle est pour vous justement l'influence de tous les maîtres que vous avez eus? On a vu précédemment, vous n'avez jamais hésité à multiplier les expériences, et même parfois extrêmement déstabilisantes, mais ça vous a toujours nourri.
Si vous deviez repérer ce que chacun des maîtres vous a apporté et comment à partir de là, votre propre écriture s'est formée? Je commence toujours avec Étienne Decroux, qui était comme professeur de mime corporel, qui était le maître de Jean-Louis Barrault, puis Marcel Marceau, qui était probablement, en fait, qui m'a probablement enseigné mes premières classes de danse, sans le savoir, sans que je le sache, parce que cette approche du mime corporel en était une très, très technique, qui avait rien à voir avec les trucs pantomimiques, qu'on marche sur place et tout ça, mais qui était vraiment comme une étude du corps, des possibilités, des différentes possibilités. Il disséquait le corps de façon très, très géométrique pour essayer de trouver des nouvelles façons de bouger. Mais c'était un apprentissage qui était comme très particulier, qui n'était pas nécessairement organique, mais il était très particulier, très, très précis. Et je pense qu'il y avait une pensée pour tout. Il y avait toujours une réflexion derrière chaque mouvement. C'est un peu un poète aussi. Il a quand même écrit sur le mime, sur le mouvement. C'est très beau ce qu'il écrit d'ailleurs. Et pour lui, par exemple, de bouger, je me souviendrai toujours, quand on bouge le bras comme ça, c'est pas pareil comme si on le bouge comme ça. Comme ça, tu caresses l'espace pour aller chercher ton verre. Comme ça, tu heurtes l'espace. C'est simple, ça paraît évident, mais mais c'était constamment comme ça. Il y avait toujours une réflexion derrière les dynamiques de mouvement, tout ça. Donc ça m'a beaucoup intéressé. Mais quand je suis revenu à Montréal, disons que j'ai comme rejeté un petit peu cet enseignement-là tout de suite après. C'est-à-dire que je me suis retrouvé en théâtre à faire des créations collectives, puis on n'était pas du tout dans cette approche puriste de l'art. Et donc, c'est juste quelques années plus tard que c'est comme revenu, cette espèce de conscience de ce qui m'avait été enseigné par Decroux. Et la précision et tout ça, je crois que c'est ça, le fait d'être précis dans les directives aussi, ça vient beaucoup de lui. Pour ça, il y a eu Jo Léger qui était très importante parce que c'était une artiste, une interprète surtout, une interprète très inspirante, qui était vraiment captivante et qui m'a beaucoup appris à ce niveau-là, comment habiter la scène, comment sentir le mouvement. C'est ça, je disais, la force du mouvement. Elle avait un langage très, très particulier, mais ça a été quelqu'un de très marquant pour ça. D'ailleurs, je lui avais demandé à un moment donné, quand j'ai laissé la compagnie, je lui ai demandé de venir danser dans une de mes pièces un peu plus tard, quoi, en 92, je crois. Donc, il y a Jo, bien sûr, il y a Jean-Pierre Perrault, avec qui j'ai beaucoup travaillé. Et je dirais que de Jean-Pierre, ce que j'aimais, c'était ses univers. Oui. C'est très... souvent, ce qu'il faisait, c'est qu'avant de commencer une œuvre, il y avait déjà la scénographie, parce qu'il était très pictural. Oui. Dans sa façon de travailler, c'était très visuel. Donc, il créait l'environnement scénographique, soit qu'il arrivait avec des maquettes ou des grands formats. Puis des tableaux? Des tableaux, c'est ça. Puis il disait, ça va être dans cet univers-là. Déjà, on savait dans quel univers on allait évoluer. Puis c'était pas du tout... En fait, la plupart des gens avec qui j'ai travaillé en danse, c'est pas des gens très loquaces, en fait, de donner des indications d'interprétation. Puis je pense que ça, j'ai un peu gardé ça. Ça passe beaucoup par la transmission du mouvement. Et avec Jean-Pierre, donc, lui, c'était l'univers visuel duquel je veux dire, il ne décrivait pas, là, il nous le présentait. Et on dansait les gestes qu'il nous montrait, qui nous démontrait. Et avec la musique et tout ça, on découvrait l'univers dans lequel on allait vivre et on se rendait compte. En fait, tout ça pour dire que ça a tout été l'approche scénographique, spatiale, la façon d'utiliser l'espace, la façon d'utiliser la lumière. Ça m'a beaucoup marqué, je crois. Et
c'est quelque chose que j'utilise beaucoup maintenant, cet aspect-là. On va regarder en fait plusieurs extraits de votre cycle de la climatologie des corps qui a beaucoup marqué les années 2000. Justement, ça permet de voir l'évolution de votre propre travail chorégraphique. J'aimerais ensuite que, brièvement, vous me disiez comment, selon vous, vous avez évolué justement de la théâtralité peut-être du début à Terrain vague qu'on a vu, et puis bon, toute la climatologie. Oui, je dirais que dans les 3 pièces, pas seulement dans ces 3 pièces-là, mais disons en particulier dans ces 3 pièces qui forment la climatologie des corps, la scénographie est importante, la recherche scénographique est importante, et aussi l'apport vidéo avec lequel j'ai travaillé sur les 2 dernières. Et oui, c'était... en fait, avec lui, ça a été un travail avec un artiste visuel, Ed Peen. Et ça m'arrive de temps en temps là, de solliciter des artistes visuels pour faire les scénographies. J'aime bien, en fait, autant j'aime travailler avec des collaborateurs qui sont très aguerris, qui connaissent la danse et qui connaissent le langage de la danse, autant j'aime aller chercher des artistes pour qui la danse c'est quelque chose d'inconnu. Ils ne savent pas trop comment s'inscrire là-dedans. Mais ça, je trouve ça très rafraîchissant. Des fois, bon, comme avec Ed Peen, pour Pluie, il arrivait avec des suggestions scénographiques qui n'avaient pas d'allure. C'est parce qu'il n'était pas capable de savoir que les danseurs n'allaient pas être capables, justement, d'évoluer dans ce qu'ils proposaient. Mais moi, ça me forçait à me questionner aussi, puis à dire, mais peut-être pourquoi pas? Pourquoi? Puis là, disons qu'il y avait quelque chose de stimulant dans ce questionnement-là. Des fois aussi avec des compositeurs qui composent pour la première fois pour la danse, donc leur regard est neuf, des éclairagistes aussi. Justement, vous, votre création, elle vous influence, le point de départ de vos pièces, est-ce que c'est toujours le même? Comment est-ce que ça vient, justement? Oh, c'est jamais la même chose. Chaque projet est différent. Mais je dirais que ce qui est central, je pense, c'est les danseurs. Oui, vous partez du corps du danseur? Je pars du corps du danseur, mais de la personnalité aussi, de l'interprète. Pour moi, je pense que ça a toujours été là. Maintenant, je le reconnais davantage. C'est peut-être parce qu'avec le dernier spectacle, il s'agit de solo. Mais pour moi, l'intérêt du travail, c'est de travailler avec des êtres humains qui sont des danseurs. Et puis, à partir de là, disons que ça, c'est le point central. Bien sûr, il y a le sujet. Dans le cas de la climatologie des corps, c'était comment essayer de pouvoir évoquer mes préoccupations par rapport au monde changeant dans lequel on vit, au niveau de l'environnement social et tout ça. Comment on traduit ça en mouvement sans être didactique? J'avais pas envie d'endormir les gens avec un discours politique. Je fais de la danse, mais comment cette préoccupation-là se traduit en langage d'aujourd'hui, en langage dansé d'aujourd'hui? C'est ça que je cherche, parce qu'on change à une vitesse phénoménale en tant qu'individu. Donc, nécessairement, le langage
bouger, change. Et j'essaie de l'actualiser, en tout cas, pour moi, mon langage à moi, j'essaie de l'actualiser puis de voir comment il peut s'inscrire dans le monde maintenant. Parce que la danse, c'est quelque chose qui très éphémère, hein? On le dit souvent, mais je pense que... Mais alors, du coup, si vous partez des danseurs, comment choisissez-vous les danseurs? Qu'est-ce que vous leur demandez quand vous les recevez? Avec tout le bagage que vous avez derrière vous, la formation, on a vu un parcours quand même très atypique et en même temps extrêmement riche. Est-ce que ça vous a rendu encore plus exigeant? Générosité dans le travail, générosité sur scène, générosité dans sa démarche aussi, dans sa démarche d'artiste. Je leur demande d'être curieux. Bien sûr, je leur demande d'être des danseurs, c'est-à-dire d'être des danseurs qui savent bien utiliser leur corps. Parce que, en fait, je ne cherche pas une technique en particulier. Je vais vers des danseurs qui ont aussi des formations souvent atypiques. Oui. Et pour moi, c'est quand je vois des danseurs, je découvre, mais les danseurs avec lesquels je travaille, souvent, je vais les découvrir dans des contextes particuliers qui sont soit que je vais les voir sur scène, soit que je vais les découvrir parce que j'enseigne de temps à autre dans des institutions où je donne des stages, je vais les voir travailler. Je vais vers des gens qui me touchent. Et souvent, c'est pas nécessairement toujours des grands techniciens. C'est souvent des gens qui savent bien maîtriser leur corps, mais qui ne correspondent pas nécessairement à une technique en particulier et qui sont des gens, c'est ça, des gens qui me touchent. Encore une fois, c'est des coups de cœur. Et puis en général, ça se passe assez bien. Oui. Ouais. Mais justement, on va regarder un dernier extrait, qui est celui de vos œuvres les plus récentes, et où, là, dans Continental, en tout cas, comment vous les choisissez, eux qui sont des non-danseurs, mélangés à des danseurs? Ça, c'est un projet magnifique et fou. Comment est-ce qu'il vous est venu On a dit, on retourne au début de l'entrevue, c'est la cour d'école. C'est comme vous faisiez des spectacles dans la cour d'école. C'est le sous-sol de l'église, dans Schlick. Oui, le sous-sol de l'église. Ah bon, c'était le sous-sol de l'église? Oui. Oui, je ne dansais pas dans la cour d'école. C'était oui. En fait, c'est que la danse en ligne, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. Et c'est la première forme de danse que j'ai dansée avec d'autres, dans le sous-sol de l'église, de la paroisse. Et puis, j'ai toujours gardé cette espèce de faible pour la danse en ligne. Si bien que dans plusieurs de mes pièces avec des danseurs professionnels, j'ai incorporé toujours une petite passe de danse en ligne. Quand vous regardez cette évolution longue maintenant, parce que votre parcours est vraiment un parcours riche, mais aussi assez long, quelle serait votre orientation idéale? Vous le voyez évoluer comment et vers quoi? Quelles sont les choses que vous voudriez absolument ne pas rater de faire ou avoir eu le temps de faire? Je sais pas, c'est pas que j'ai l'impression que j'ai fait tout ce que j'avais à faire, là. Au contraire, j'ai encore plein de projets. J'espère juste avoir le temps de faire tous ces projets puis de trouver les moyens pour les faire. Ouais. Alors, je vous en souhaite énormément et je vous remercie beaucoup, Sylvain Aimard, merci à vous. pour tout ce temps et ce parcours. Merci.